Le président Denis Sassou Nguesso, un leader des plus influents du continent, est notre invité de cette édition spéciale du 35e sommet de l'Union africaine. Il partage sa vision du développement du continent, les enjeux géostratégiques dans la perspective du sommet Europe-Afrique 2022, son plaidoyer dans la matérialisation de la zone de libre-échange, les infrastructures et l'industrialisation de l'Afrique. Bienvenue dans cette interview exclusive, Monsieur le Président. Merci, Madame. Le thème de ce sommet est renforcer la résilience dans la nutrition sur le continent africain, accélérer le capital humain, le développement social et économique. Quelle réflexion vous inspire ce thème pour l'Afrique et pour votre action dans votre pays, le Congo en particulier? Il s'agit d'un thème très important pour l'Afrique, un thème pertinent. Et l'Afrique doit être en mesure de nourrir ses enfants, d'assurer leur santé et de former par l'éducation les filles et les fils d'Afrique pour qu'ils soient aptes à amener l'Afrique vers le développement. Et l'Afrique a des ressources naturelles immenses. Et s'agissant de l'agriculture, l'Afrique a les terres abondantes. L'Afrique a de l'eau, le soleil et des ressources humaines, et une population jeune. Et donc, elle a la capacité de développer l'agriculture au sens large en utilisant sa main-d'œuvre valide, les jeunes Africains, au lieu d'aller trouver la mort dans les déserts et en Méditerranée, devaient rester en Afrique pour assurer ce développement-là. Et je crois que les dirigeants africains ont déjà pris conscience de cette réalité et dans plusieurs pays d'Afrique, des dispositions sont prises pour que l'Afrique développe l'agriculture. Vous voyez que c'est tout un creuset de main-d'œuvre, des emplois par millions pour la jeunesse africaine. Et s'agissant de mon pays, nous venons d'adopter le plan 2022-2026. Le problème de l'agriculture est au centre de ce plan. C'est d'ailleurs le noyau dur de ce plan. Je crois qu'au cours de ces 5 prochaines années, nous allons mobiliser des ressources importantes qui seront affectées au développement agricole. Nous avons déjà commencé cette année et nous pensons que nous atteindrons cet objectif-là. Et nous voyons ici et là en Afrique, les dirigeants s'orientent dans cette direction-là qui est effectivement la base du développement de l'Afrique, développement de l'agriculture et de l'agro-industrie en Afrique. Je crois que nous avons espoir. Alors, Monsieur le Président, l'Afrique vient de traverser la pandémie de Covid-19 en faisant preuve d'une très forte résilience et en se redécouvrant des capacités de résistance. Quelles leçons tirez-vous de cette crise et quels sont les arguments pour assurer une solide relance économique du continent? Bon, au début de cette pandémie, les oiseaux de mauvais augure avaient annoncé le déclin de l'Afrique, que c'était la catastrophe. C'est des changements
politique qui devrait se produire en cascade en Afrique, c'était le désastre. Il est évident que l'Afrique a beaucoup souffert de cette pandémie sur le plan sanitaire, économique et financier. Mais comme vous l'avez dit vous-même, les peuples africains, oui, ont fait preuve de résilience face à cette pandémie. Et il y a eu des confinements, il y a eu des décisions diverses qui ont été prises par les dirigeants et les peuples ont suivi et ont résisté. Seulement, l'Afrique n'est pas seule dans le monde. L'Afrique partage cette terre avec d'autres peuples. Et les peuples et des pays qui sont développés plus que l'Afrique. Malheureusement, nous constatons que au moment où il faut affronter cette pandémie, les pays développés n'affichent pas face à l'Afrique la solidarité attendue. Certains pays ont déjà vacciné leur peuple à plus de 70%. Et l'Afrique peine à atteindre même les 10%. D'autres pays réalisent même des stocks de vaccins et de matériel de protection. Et l'Afrique est laissée pour l'essentiel au bord de la route. Alors, nous pensons que le moment est venu pour que l'Afrique pense à la production et de ces vaccins en Afrique. Il y a des pays qui ont déjà lancé l'initiative, comme l'Afrique du Sud, peut-être le Maroc, le Sénégal, le Rwanda et d'autres. Oui, il va falloir que l'Afrique produise ces vaccins, que pas seulement les vaccins, mais que des industries pharmaceutiques soient installées en Afrique. Cette résolution a déjà été prise et au niveau de l'Union africaine, nous allons nous engager. Mais il y a le fait que sur le plan économique, l'Afrique doit aussi sortir de la crise économique et financière. On voit ici et là, comme l'Union européenne, les États décider de mobiliser 750 milliards d'euros pour sortir les pays de l'Union européenne de la crise. Les États-Unis d'Amérique, peut-être 1900 milliards de dollars pour le même but. Mais l'Afrique, on a à peine obtenu quelques 33 milliards de dollars de DTS. C'est pour toute l'Afrique, 33 milliards de DTS. De dollars de DTS. Et bon, on nous en promet 100 autres milliards. Et on espère qu'on les aura. Mais il faut que l'Afrique mutualise ses efforts. Il faut pouvoir emprunter certainement des taux concessionnaires que nous ne pouvons pas avoir. Et pourtant, l'Afrique, pour sortir de cette crise économique, a besoin de ces investissements-là, de ces financements. Et peut-être des États devraient-ils se mettre ensemble pour tenter de rechercher ces prêts-là. Peut-être devrions-nous nous mettre ensemble, puisque
l'Union européenne, les États se sont mis ensemble aussi pour mobiliser les 750 milliards d'euros. Mais nous n'aurons pas le choix. Et les peuples d'Afrique ont fait preuve de résilience, oui, mais ils s'organiseront, je suis convaincu, pour sortir de la situation de crise actuelle. Vous présidez le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Après plusieurs étapes, vous avez su ramener les protagonistes à accepter la notion démocratique à travers une élection présidentielle. Quel bilan faites-vous de votre mission ? Quelles sont les perspectives de stabilité et d'unité possibles pour la Libye au thème de cette élection présidentielle ? Bon, nous ne sommes pas à l'heure de bilan. Et la situation libyenne est une situation complexe. La crise libyenne est complexe. Nous venons de faire au sommet une proposition concrète. Je pense que le sommet prendra une décision pour que cette proposition soit mise en œuvre. Nous pensons que avant les élections générales en Libye, nous devrions passer par une conférence de réconciliation interlibyenne, sans exclusive. Et c'est la proposition que nous venons de faire. Nous croyons que les filles et les fils de Libye sont capables de ce sursaut-là, de se réconcilier, de se pardonner et de penser à l'avenir du pays. C'est la proposition que nous faisons à l'Union africaine, d'organiser dans les délais les plus courts une conférence de réconciliation interlibyenne. Et je crois que cette conférence, si elle se tient avant la tenue des élections générales en Libye, on pourra peut-être connaître quelques avancées. Au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, la transition démocratique en Afrique vient de subir l'épreuve des coups d'État. Comment expliquez-vous une telle situation ? Quelles sont les solutions face à ce nouveau challenge de l'évolution institutionnelle et du modèle de transition démocratique dans nos pays ? Bon, je crois que là, nous sommes en train de connaître un recul, un recul de la démocratie en Afrique. Bon, c'est un long processus que la démocratie. Et prenons un exemple. En France, la Révolution française s'est produite en 1789, voyez. Et les femmes en France ont voté, je crois, après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, durant toute cette période, on a parlé de démocratie, de liberté, etc., d'égalité. Donc c'est un long processus et nous pensons que ce processus va connaître des hauts et des bas. Et je crois que les coups d'État dont vous parlez sont un recul. L'Afrique avait marqué quelques pas en avant, mais là, on est en train de connaître quelques reculs. Mais il faut que l'on surmonte cela pour poursuivre dans la voie de la démocratie. Les pays dont vous parlez sont des pays en crise. Et il y a le terrorisme. Il y a le terrorisme dans ces pays. Il y a des difficultés économiques. Il y a des difficultés financières. Et justement, à cause de ces difficultés-là, ces pays devraient avoir des institutions fortes en liaison avec des armées organisées et le peuple. Ils ont besoin de plus d'unité
et que de crises comme nous les voyons et qui affaiblissent les capacités de lutte de ces pays face au terrorisme. Je pense que ce recul va être rapidement surmonté par les peuples de ces pays pour que l'on revienne au processus démocratique, des institutions fortes, des armées solides qui obéissent aux institutions politiques. Il ne peut pas y avoir de confusion. Il y a les institutions politiques, il y a les instruments de défense des pays et des peuples. Je pense que tout devrait être mis en œuvre. L'Afrique devrait aider ces pays-là à revenir à la normale. Monsieur le Président, le sommet Union africaine-Union européenne 2022 arrive à une période charnière de la relation de l'Afrique avec l'Europe. Quelles sont vos attentes sur le plan politique, économique et social? Bon, personnellement, j'ai déjà pris part à 3 sommets. À 3 sommets de l'Union européenne et l'Afrique. Un, je crois, c'était à Bruxelles. Le deuxième à Lisbonne. Le troisième à Abidjan. Bientôt, ce sera le 4e à Bruxelles. Au cours de ces sommets, on dit presque tout le temps la même chose, mais il n'y a pas d'avancée. On décrit les mêmes problèmes, on énonce les mêmes principes, mais il n'y a pas d'avancée. Bon, peut-être devrions-nous faire vraiment le pas décisif. On a vu que même les accords de partenariat économique, l'Union européenne avec l'Afrique patine, on n'y arrive pas. Sommes-nous bloqués par des pesanteurs coloniales ou néocoloniales? C'est possible. Mais alors, il faut sortir de ce carcan, sortir des schémas coloniaux ou néocoloniaux pour un réel partenariat, l'Europe et l'Afrique. Si l'Afrique était vraiment développée, les jeunes Africains qui meurent dans les déserts de Libye ou en Méditerranée seraient restés en Afrique. L'Europe n'aurait pas tant eu peur des migrations qui sont même au centre des grands débats politiques en Europe. Certains pays d'Europe sont même en train de mettre des barrières, non? de construire des murs aux frontières. Les jeunes Africains seraient restés en Afrique s'il y avait un réel projet de développement pour l'Afrique. L'Europe est géographiquement le continent le plus proche de l'Afrique. Gibraltar, le détroit, c'est peut-être 15 kilomètres seulement. Gibraltar. Géographiquement, l'Europe, c'est le continent le plus proche de l'Afrique. Historiquement aussi. Même les langues, voilà, nous en utilisons une là. Même les langues, l'histoire. En Europe, les pays comme la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, même l'Allemagne
ont eu des colonies en Afrique. C'est une longue histoire. Alors, comment briser cela pour aller vers un réel partenariat? Vous voyez, aller vers un réel partenariat gagnant-gagnant. Je crois que l'Europe a tout à gagner à avoir une Afrique développée à ses portes. Les échanges que l'Europe réalise avec l'Amérique, c'est parce que l'Amérique est développée, les échanges sont très importants avec l'Amérique, parce que ce sont deux continents développés. Les mêmes échanges importants pourraient se faire entre l'Europe et l'Afrique, deux continents développés. Chacun de ces continents trouverait son compte. Alors, peut-être sortirons-nous du carcan colonial, néocolonial, etc. Peut-être arriverons-nous à bâtir un réel partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique. C'est ce que nous allons voir au prochain sommet. Vous êtes un leader dans le plaidoyer pour la réalisation de la zone de libre-échange continentale. Quelles sont désormais les perspectives pour l'Afrique avec la matérialisation de la ZLECAf? La décision prise par l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale, est une décision historique, stratégique, très, très importante. Je crois que depuis les indépendances, à part les décisions qui avaient été prises pour libérer politiquement le continent, c'est peut-être la première décision importante, la zone de libre-échange. Alors, il va falloir réussir la mise en œuvre. Mais comment? Comment organiser le commerce intra-africain en l'absence d'infrastructures de base, d'infrastructures de transport, de communication, d'énergie? Ce n'est pas possible que l'on organise le commerce dans ces conditions. Il fut un moment, nous sommes en train de briser cela, mais il fut un moment, le Congo, notre pays, n'avait aucune communication avec les voisins. Pas de communication avec le Gabon. Ni route, ni chemin de fer, ni transport fluvial, ni même aérien. Il n'y a même pas d'avion avec le Gabon. La même situation avec le Cameroun. Ni route, ni chemin de fer, ni transport fluvial, ni même transport aérien. Bon, avec la RCA, c'est la même chose. Peut-être, Dieu a donné un fleuve, le Bangui, mais qui n'est navigable peut-être que 6 mois sur 12. La RDC, il y a le fleuve, le fleuve Congo. Donc, vous voyez, le Congo coupé de tous les voisins. Quel commerce peut-on organiser dans ces conditions-là? Ces derniers temps, des efforts ont été faits, se poursuivent. Nous avons réussi une liaison terrestre avec le Cameroun, une liaison terrestre avec le Gabon par Franceville. On est en train d'en construire une autre avec le Gabon par Ndende. Et on a le projet avec la RDC, la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo, le projet très avancé maintenant. Le projet de la boucle énergétique avec la RDC, production d'électricité
à Pointe-Noire, transport de cette électricité via Inga jusqu'aux zones minières du Katanga, nous venons de le décider. Et donc, un ensemble de projets comme ça, d'intégration. Nous lançons en ce moment le corridor 13, la construction de la route Brazzaville et Bangui-N'Djamena, le projet en cours, l'interconnexion, les télécommunications avec le Gabon, le Cameroun, c'est déjà fait, avec la RCA, c'est déjà fait. Donc, sans ces infrastructures de communication, je ne vois pas comment on pourrait sérieusement lancer la zone de libre-échange continentale africaine. Mais, comme vous le savez, la réalisation de ces infrastructures a un coût considérable. Voilà où se trouve aussi le problème. Surtout en Afrique centrale, où il y a des grands fleuves, des forêts, des zones inondées, quelques montagnes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel prix on doit réaliser ces infrastructures-là. Et pourtant, il nous les faut. Alors, comment obtenir des financements concessionnels? Voilà. Comment l'Afrique peut-elle mobiliser des financements pour la réalisation de ces infrastructures qui sont indispensables au développement de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais c'est un défi et nous sommes condamnés à le relever. Alors, Monsieur le Président, une dernière. Le développement de l'Afrique est freiné par son manque d'infrastructures, une industrialisation déséquilibrée et une dépendance très forte à l'investissement international. Comment franchir ces écueils qui entravent une réelle indépendance économique du continent? Bon, nous venons d'écouter le rapport du président Nana du Ghana sur la mise en place d'institutions financières africaines. Nous serons certainement obligés de passer par là. Par la mise en place de banques centrales africaines, de banques d'investissement pour l'Afrique. On dira qu'on a la BAD, mais cela n'est pas suffisant. C'est tellement qu'il faut que l'Afrique passe par la mise en place d'institutions financières africaines, de banques d'investissement pour l'Afrique. C'est un dossier qui est sur la table de l'Union africaine. Et tout à l'heure, on venait d'en faire le point dans un rapport fait par le président Nana. Merci d'avoir suivi cette interview. L'information continue sur Africa 24. C'est moi qui vous remercie.